6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Avec l'arrivée du printemps, de nombreuses personnes souffrent à nouveau d'allergies saisonnières. Et cette année, un nouveau groupe de personnes souffre des symptômes du rhume des foins. Quelques chiffres, en Suisse, environ 12% des adultes et 6% des enfants sont touchés par des allergies respiratoires, tandis que 6% de la population est allergique à certains acariens, 2 à 6% certains aliments. Les allergies sont causées par une interaction entre le terrain génétique et l'environnement, avec des facteurs tels que les polluants atmosphériques, les moisissures, les acariens, les poils de chat et certains produits chimiques inhalés qui peuvent déclencher une allergie. Le centre d'allergie justement suisse avertit que les concentrations de pollen de graminées seront élevées de mai à mi-juillet, avec un pic attendu de mi-mai, donc maintenant à juin, ce qui rendra la vie difficile pour les personnes allergiques au pollen de graminées notamment. On va en parler ce matin, on va essayer de comprendre tout ça avec notre invité. Il nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau, Yannick Müller, responsable de l'unité allergologie du CHUV. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Les chiffres que j'ai évoqués sont justes ou je suis à côté de la plaque? Vous avez fait une magnifique définition de l'allergie et de la prévalence des allergies actuellement en Suisse. Ouais. Ça, aujourd'hui, alors j'imagine que on parle de ce fameux pic du rhume des foins. Ça, c'est la période, on est en plein dedans, on est en train d'arriver en plein dedans. Là, j'imagine que vous êtes aussi au pic au niveau des rendez-vous, au niveau du travail. Je pense que c'est une grande période pour vous, non? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cabinet d'un allergologue, il y a malheureusement souvent beaucoup de retard, plusieurs mois, donc effectivement, le pic de consultation, il est chronique toute l'année. Mais on a plusieurs vagues d'allergies. La première, elle commence en janvier, février. On parle des bouleaux, évidemment, qui sont en train d'éclore. Et puis maintenant, on a les graminées. Et puis un peu plus tard, on aura encore des moisissures. Ouais. Alors c'est des choses qui reviennent, on va dire, régulièrement. De manière cyclique, tout à fait. Et donc vous répétez tout le temps la même chose, en fait, c'est ça? on répète, on diagnostique et puis on prend en charge. Voilà. Donc c'est une vraie problématique. Les allergies au pollen, là, c'est on est dedans, là. On va arriver à ce qu'on appelle le rhume des foins. Hein, ce fameux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche de plus en plus de personnes. Vous le remarquez, vous? Pas du tout. Alors évidemment, si on regarde les jeunes, un peu plus âgés, plus âgés, la prévalence des allergies, elle n'est pas exactement la même. Donc on sait que plus on est jeune, plus la chance d'être prédisposé à faire des allergies, elle est élevée. Donc maintenant, on dit qu'il y a des chiffres jusqu'à 30 à 50% des enfants qui vont être atopiques, c'est-à-dire qui ont une prédisposition à développer des allergies. C'est génétique, non? Alors, malheureusement, on aimerait bien pouvoir mettre la main sur un gène, mais on n'a pas cette solution. Alors, donc on dit que c'est une prédisposition génétique. On le dit aussi parce que si les parents sont atopiques, la probabilité que leur enfant le soit est très élevée. Ouais. Alors, il y a des bruits, des gens qui disent que si on vit dans une ferme, avoir des frères et des sœurs ou aller tôt à la crèche, ça permettrait de se protéger un peu plus de ce genre d'allergie. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est globalement plutôt vrai, puisque l'exposition chronique, c'est probablement l'exposition aiguë à des pics de concentration élevés. Donc si on est peut-être dans un environnement où on baigne beaucoup plus avec des allergènes, peut-être que notre système immunitaire, effectivement, il a tendance à mieux discerner, à comprendre ce que c'est un allergène, un pathogène. Parce qu'évidemment, c'est ça. La grande différence, c'est de faire la différence entre un micro-organisme qu'il faut qu'on essaye de rejeter et puis un allergène qui est complètement inerte et qui va nous causer des allergies. D'accord. Ce qui veut dire que finalement, si on vit avec toutes ces choses auxquelles on peut être allergique, si on vit régulièrement depuis très jeune, finalement, on peut très bien vivre avec, enfin le supporter sans qu'on soit embêté avec ça. C'est ça que vous êtes en train de dire? Si on est régulièrement exposé, alors je peux prendre l'exemple des chats. C'est un exemple c'est un exemple concret. Aux États-Unis, classiquement, les gens vivent, par exemple, au foyer familial avec des chats. Donc les chats sont bien tolérés, tout se passe bien. Puis un jour, ils vont aller étudier. Et puis évidemment, on étudie, on fait beaucoup de voyages. Et donc là, on se sépare, en tout cas transitoirement, de l'exposition de son chat.
Et puis Thanksgiving, c'est le moment où tout le monde se réunit, encore plus que peut-être qu'à Noël. Ouais. Et les gens là vont se retrouver en famille et de nouveau exposés à le chat. Puis il y a une exposition plutôt importante d'allergènes de chat. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont développer leurs allergies. D'accord. Donc c'est vraiment l'exposition au pic, probablement, d'allergènes, où on passe de quasi rien à beaucoup. Puis peut-être qu'il y a quelques cofacteurs associés. La pollution, peut-être une petite maladie, peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas nécessairement identifiés. Ouais. Puis tout ça combiné, tout d'un coup, on se sensibilise et puis on devient allergique. Puis après, l'autre chose, pour finir, c'est qu'une fois qu'on a développé une allergie, c'est comme le vin, avec les années, eh bien, on étoffe son répertoire d'anticorps contre l'allergie. Et donc, on est toujours un peu meilleur à reconnaître les allergènes. Et donc, on a tendance, malheureusement, si on ne les traite pas non plus, à avoir une symptomatique ou une clinique qui s'empire un tout petit peu. D'accord. Le chat, quand on dit qu'on est allergique au chat, c'est au poil de chat ou c'est à la salive du chat ? C'est à la salive du chat. La salive, hein. En fait, le chat se nettoie tout le temps. Donc, il met de la salive un peu partout, et puis après, ça va sécher, et puis c'est les poils qui vont s'évaporer, et puis c'est ça qui va nous provoquer les allergies. Ouais. On parle des allergies ce matin avec notre invité Yannick Muller, responsable de l'unité d'allergologie du CHUV. Merci d'être avec nous. Je peux dire docteur ? Vous pouvez dire docteur. Merci d'être avec nous, docteur. J'aime bien, ça fait. Est-ce qu'on est de plus en plus allergique avec les années ? Quel constat vous faites ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'allergies ? Est-ce qu'il y a plus d'allergies aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière ? Ou est-ce qu'on sait mieux les détecter aujourd'hui ? Alors, je pense que les deux sont probablement un peu vrais. Ouais. Si on compare par rapport à 50, 60 ans en arrière, on a l'impression que la prévalence des allergies, globalement, elle est plus élevée. Il faut aussi dire que le milieu, on a plus de pollution, on a plus peut-être d'éléments qui pourraient favoriser la pénétrance des allergènes et puis notre capacité à réagir contre. Ouais. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet Covid, vaccin. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu quelques réactions après ce fameux vaccin, sans vouloir rentrer non plus dans la polémique, mais je sais que vous avez aussi fait parler de vous avec ce sujet où finalement il y a des gens qui ont mal supporté. Est-ce qu'on peut parler d'allergie quand on a de l'urticaire, par exemple ? Quel constat avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui en rapport avec tout ça ? Alors peut-être que déjà globalement, c'est vrai que quand on a commencé à vacciner de manière massive la population, il y a eu très vite des gens qui ont eu en tout cas développé quelques réactions anaphylactiques, donc des réactions allergiques plutôt assez sévères, qui a motivé quand même pas mal, en tout cas de buzz autour de cette thématique pour savoir si on était à risque, si on avait déjà eu des allergies dans le passé, à développer de nouvelles allergies en cas de vaccination. Oui. On a réalisé que probablement que la prévalence des anaphylaxies par rapport à un autre vaccin est peut-être un tout petit peu plus élevée, mais pas tellement différemment. La grosse différence, c'est qu'on a vacciné de manière massive, et ça, évidemment, ça nous permet de détecter beaucoup plus de cas ou de personnes qui réagissent par rapport à un autre vaccin où la vaccination se fait de manière diluée dans le temps. Donc ça, c'est un premier aspect. Puis le deuxième aspect dans lequel on a été confronté, c'est qu'effectivement, les gens qui se sont fait vacciner, qui ont reçu 3 doses, plutôt autour de 40 ans, un peu plus de femmes que d'hommes, et ils ont commencé à développer ce qu'on appelle de l'urticaire. Oui. Alors l'urticaire, c'est des petites plaques prurigineuses qui grattent beaucoup, qui migrent. Oui. Et qui peuvent malheureusement, dans certains cas, persister pendant plusieurs semaines, voire années. Ok. Ça se soigne, ça se guérit, ça se traite ? Alors ça se traite un peu comme avec du paracétamol ou du dafalgan, donc on donne des anti-grattes, donc des antihistaminiques. On a quelques biologiques qu'on peut donner pour les cas les plus sévères, mais malheureusement on doit souvent attendre que la chose passe spontanément. Alors, évidemment, il n'y a pas de vaccin contre l'urticaire, du coup. Et là, on n'a plus de vaccin contre l'urticaire. Alors, la prévalence, c'est pour 100 000 cas, on a détecté peut-être 40 ou 50 personnes au maximum qui ont fait ces urticaires qui se prolongent dans le temps. Quels sont les facteurs déclencheurs des allergies ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pistes, parce qu'il y a 15 000 sortes d'allergies, mais qu'est-ce qui déclenche finalement ? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, notre corps est en faiblesse? Comment expliquer ?
Il y a des causes environnementales, ça c'est certain. Ouais. Je pense que la pollution, on peut se représenter assez facilement, hein, le côté irritatif. Peut-être que, évidemment, si on a une muqueuse un tout petit peu plus fragile, on pourrait en tout cas théoriquement imaginer que les allergènes pénètrent un tout petit peu mieux et que ça augmente notre probabilité de faire des anticorps. Les anticorps de l'allergie. Je pense qu'un autre cofacteur classique, c'est les rhumes. Quand on est malade, évidemment, tout est enflammé. Et peut-être que dans ces batailles où on essaie de se débarrasser du virus, associé à quelques allergènes qui traînent, et ça favorise aussi les sensibilisations. Reparlons du rhume des foins, hein, qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est d'actualité. Hein, ces allergies au pollen peuvent être graves. Elles peuvent tourner en asthme. Est-ce que c'est possible ? Il faut traiter ça de toute façon. Exactement. Alors c'est ça qu'on redoute le plus, la rhinite. Qu'on dit simple, c'est-à-dire que le nez qui coule un tout petit peu, qui est gérable, pour lequel on n'a pas besoin de prendre de traitement, où on n'a pas d'impact sur l'activité professionnelle, sportive, sur le sommeil, on va laisser aller. Et puis les gens qui commencent à avoir ce qu'on appelle une rhinite un peu plus compliquée, on redoute qu'elle se transforme en asthme. Et ça, c'est la raison pour laquelle on va essayer de désensibiliser de manière un tout petit peu plus préemptive, pour éviter justement que l'asthme se développe. Alors, c'est pas anodin, donc il faut consulter. Ça vaut la peine si, comme je vous ai dit, il y a un impact sur l'activité professionnelle, sportive, sur le sommeil, ou si les symptômes sont vraiment considérés comme extrêmement gênants, ça vaut la peine d'essayer de consulter pour voir si on peut faire quelque chose. D'accord, mais ça suffit pas d'aller à la pharmacie chercher des antihistaminiques. Il y a la possibilité de se faire désensibiliser. Donc pour certains allergènes les plus prévalents, donc les graminées, hein, donc c'est la plus grande cause d'allergie actuellement ici en Suisse. Les bouleaux, c'est la deuxième plus grosse prévalence. Je connais beaucoup de gens allergiques au bouleau, mais pas dans le même sens. Voilà, dans tous les sens du terme. Et ceux-là, ces personnes-là, on peut leur proposer éventuellement des traitements de désensibilisation. Très bien. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Paris. On va retrouver notre envoyé spécial Jérémy Amsalag qui s'intéresse aujourd'hui à la fidélité. 7h26, le micro-trottoir. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Qu'est-ce qui est important dans une relation amoureuse ? Aujourd'hui, ce n'est plus la liberté qu'on avait dans mon enfance, dans ma jeunesse. Hein. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il faut une chambre d'hôtel, il faut une bouteille de champagne, il faut... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça y va un peu, les relations ? Oui, par contre, oui, ça déconne pas. Le dernier partenaire ? Il y a 3 jours. T'appelais comment la personne ? Ouais, j'ai peu de mémoire et ils s'enchaînent beaucoup, donc je me souviens plus forcément de qui est passé à quel... Dans un mois, il peut y avoir combien de partenaires ? En un mois, on peut monter facilement à 15-16. Dans ma vie, j'ai eu 165 femmes dans ma vie. Moi. 165 ? Ouais. Et combien d'hommes ? J'ai eu deux hommes. C'est tout. Ça fait un petit ratio comparé. J'ai eu 2 hommes, c'est tout. Vous êtes libertin, vous ? Bien sûr. Vous êtes un séducteur ? Pas du tout. Moi, j'ai une femme, j'ai 4 maîtresses. Maintenant, sur une étude en France, 98% des hommes sont infidèles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ont déjà été infidèles. Ça m'étonne pas. Hein. Je dirais même 100%. 100% des hommes sont infidèles ? Oui, 100%. J'ai été avocat pendant 41 ans, spécialisée en droit de la famille. Et donc, je sais que c'est pas vrai. Les femmes trompent plus leur mari que l'inverse. Vous avez plus trompé votre mari que lui. Je ne vais pas tromper, moi. Vous êtes fidèle ? Oui, je suis très fidèle. Non, vous avez déjà trompé ? Non, je suis pas comme ça. Non. Jamais une fois ? Non, je suis pas comme ça. Non, franchement... Mais moi... Une fois, c'est jamais arrivé une fois ? Si, c'est arrivé une fois, mais dans... voilà, une fois quoi au moins. Voilà. Une fois, bien sûr. Et c'est jamais arrivé 2 fois ? Non, ça arrivait, il y a eu des petites exceptions, mais... des petites exceptions. Des dérapages, quoi. Des petits, donc plusieurs, il y en a eu au moins 2. Oui, il y en a eu, quelques-uns. Donc 3 même. Il y en a eu quelques-uns. Une dizaine quoi. Je sais pas une dizaine, mais il y en a eu quelques-uns. S'il y a une personne qui est intéressée par votre profil, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Très pointueuse sur tout ce qui est exclusivité. Relation monogame. Après, si c'est moi qui vais avoir ailleurs, ça me dérange pas, du moment que l'autre est exclusif à moi. Jérémy Amsalag tous les jours dans les rues de Paris. On va le retrouver demain avec un nouvel épisode. Il y a des vaccins contre la bêtise ? On développe de tout. Yannick Muller, notre invité ce matin, on parle d'allergie. Yannick Muller, responsable de l'unité
allergologie. Je vais y arriver au CHUV. Mais décidément, ce matin... C'est compliqué. Désolé, pardon. Merci d'être avec nous. On a reçu pas mal de messages, Monsieur Muller, pour vous, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Des questions, des remarques, des commentaires. On écoute Elsa qui recueille tout ceci. Solène, quels sont les risques d'allergie croisée ? Les risques d'allergie croisée, ils existent. Malheureusement, les pollens et les fruits, par exemple, ça vient de la même source. Donc, classiquement, on se sensibilise au boulot et puis après, on fait des allergies croisées à la famille des rosacées, aux fruits à coque. Donc, ça veut dire que quand on mange une pomme, ça va faire gratter dans la bouche. Et ça, c'est en fait directement en lien avec notre allergie au boulot. Yvan, y a-t-il eu des évolutions dans la prise en charge des personnes ? Alors la désensibilisation, on a fêté les 100 ans. Donc ça fait 100 ans qu'on fait la même chose. Donc c'est un peu déprimant. Je dirais que de ce point de vue-là, on manque encore Alors il y a des traitements qui sont apparus, mais qui sont plutôt des traitements biologiques, sophistiqués, pour les cas très réfractaires, très sévères. Donc ça veut dire que c'est des anticorps qui vont cibler des cytokines, qui vont moduler un tout petit peu notre réponse immunitaire. Mais de nouveau, on est comme le dafalgan, on empêche la réaction, mais on ne traite pas le fond. La seule manière qu'on a malheureusement pour traiter l'allergie, c'est la désensibilisation. Et la désensibilisation, c'est vieux de 100 ans. Mais ça ne marche pas chez tout le monde. Et malheureusement, ça c'est le travail de l'allergologue, c'est d'identifier les personnes qui vont pouvoir se donner un maximum de chances de répondre à ce traitement. C'est un traitement long, ça prend 3 ans. Soit ça se fait de manière sous-cutanée, soit ça se prend par la bouche. Donc il faut être sûr le plus possible de son coup, entre guillemets. Et donc oui, c'est pour ça qu'on va avoir un allergologue. Est-ce que vous constatez de nouvelles allergies ces dernières années ? Est-ce qu'il y a de nouveaux trucs Alors malheureusement, on n'a pas de registre national, donc ça c'est un vrai problème. Donc c'est sûr qu'on vit un petit peu à l'aveugle, donc chacun a ses petites impressions, etc. Je peux vous dire qu'on est en train de travailler sur un passeport électronique d'allergie, donc on espère que bientôt on va pouvoir vous amener une application. Puis cette application, elle pourrait être reliée à une forme de registre anonyme, mais qui permettrait de suivre de manière plus globale le type d'allergie. Évidemment, c'est les allergies médicamenteuses qui nous ennuient le plus, et donc c'est celles-là auxquelles on va être le plus attentif. Ok. Elisabeth, je suis allergique aux acariens. J'ai lu que je devais faire attention à ne pas manger des aliments contenant des insectes. Est-ce vrai ? C'est une bonne question. Je ne sais pas quelle bonne réponse donner à ça, mais pas à ma connaissance. Alors les insectes, la réactivité croisée, ce qui est vrai, c'est que les crevettes et les acariens, il y a des réactivités croisées. Donc classiquement, les gens qui sont sensibilisés aux acariens peuvent mal tolérer les crevettes, et donc ils peuvent de temps en temps aussi faire des allergies plus sévères. Donc à faire attention, on va dire. Alain, autre question. Pardon, je coupe la parole. Quelle est l'allergie la plus insolite ou la plus rare que vous ayez observée ? Alors, une allergie insolite, on va dire, c'est le cannabis. Les gens, en fait, se sensibilisent aussi probablement à travers le cannabis. Okay. Donc, puis après, ils font plus facilement de l'asthme et puis des allergies alimentaires associées, etc. Ok. D'accord, très bien. Ça, c'est vraiment insolite, du coup. C'est insolite. Il faut poser la question, je sais pas. Et la plus rare, parce que des fois, on entend allergique au soleil. Est-ce que c'est rare comme allergie? On parlait tout à l'heure d'urticaire. Vous pouvez faire de l'urticaire au soleil. Donc, il y a des lucides solaires aussi qui ne sont pas des formes d'allergie vraie. Donc, malheureusement, on peut être allergique à tout. Donc, je ne sais pas mieux répondre à cette question. Mais alors, quand on a un problème avec de l'urticaire, on vient vous voir, vous, ou on va chez le dermato? Alors, l'urticaire, on peut voir les deux, mais je vais défendre ma spécialité. Et puis, effectivement, on est normalement amené à traiter, suivre ces gens-là en première intention. Salomé, dormir avec son animal de compagnie, bonne ou mauvaise idée? Ça dépend si on est sensibilisé, allergique à son animal de compagnie. Donc évidemment, beaucoup de gens, si on a la on peut le devenir du jour au lendemain, par exemple? Malheureusement, oui, c'est toujours possible. Quelqu'un qui dort tous les soirs. Ça dépend de l'animal aussi.
Mais donc moi je dirais globalement plutôt éviter, mais voilà. Et en particulier si on sent qu'on a quelques petits symptômes, que ça commence à gratter dans le nez quand on est trop proche, si on doit quand même se laver les mains après avoir touché son animal de compagnie, ça veut dire qu'il faut absolument ne pas le laisser rentrer dans la chambre à coucher. Ok. Gwendoline, que faire si nous sommes témoins d'une réaction allergique grave ? Est-ce que nous, on doit avoir des réflexes ou quelque chose quels sont les réflexes quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien Alors, bon, il faut avoir les réflexes pour n'importe quelle réaction grave. Donc, quelqu'un qui perd connaissance dans la rue, ça veut dire qu'il faut appeler de l'aide, qu'il faut mettre en place les premiers secours. Est-ce qu'il faut mettre en position en PLS, comme on dit Donc la PLS, c'est seulement, évidemment, si les gens commencent à vomir, mais s'il y a une perte de connaissance parce qu'on s'est fait piquer par une abeille ou une guêpe et qu'il faut commencer à réanimer les gens parce qu'ils ont perdu, le cœur s'est arrêté, c'est le massage cardiaque et puis d'appeler de l'aide, c'est les choses qu'il faut faire. Les gens qui sont très allergiques, qui ont été bilantés, ils ont souvent de l'adrénaline, s'ils ont vu un allergologue sur eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement aussi utiliser, mais il faudrait savoir comment l'utiliser. Ces dernières années, il y a beaucoup de guêpes. J'imagine que vous avez beaucoup de personnes qui arrivent avec des piqûres de guêpes. Ça peut être vraiment, excusez-moi du terme, très emmerdant. Ça peut être ennuyeux. Alors, les motifs de consultation, quand il faut aller voir un allergologue à cause d'une piqûre de guêpe, c'est quand on fait ce qu'on appelle des réactions systémiques. Souvent, les gens vont faire une réaction locale élargie, donc ça veut dire qu'ils vont avoir un œdème ou un gonflement assez important qui va être peut-être douloureux, etc. Pour ce genre de situation, en principe, on propose rien du tout. Par contre, les gens qui effectivement vont se faire piquer, puis vont faire une urticaire généralisée, qui vont gonfler de manière généralisée, qui vont faire des troubles respiratoires, la peine à respirer, une perte de connaissance éventuellement, à ce moment-là, il faut voir un allergologue et puis discuter des traitements de désensibilisation. Et s'équiper d'adrénaline. Oui, s'équiper, oui. Ça, c'est extrêmement compliqué, effectivement. Une dernière question, au 079 121 9000. Fabrice, qu'est-ce que l'allergie aux moisissures ? C'est la même chose que n'importe quelle allergie, sauf que... mais moi, j'avais pas entendu en fait que ça existait. Les moisissures, le problème des moisissures, c'est que c'est des plus petites particules que les pollens. Donc normalement, les pollens, c'est entre 20 et 40 micromètres de taille, donc ils sont faits pour s'écraser dans notre nez. Les moisissures, c'est beaucoup plus petit. Classiquement, c'est en dessous de 10, et puis ça permet de rentrer dans les voies respiratoires plus facilement. Et donc, c'est peut-être un peu plus souvent associé à de l'asthme. C'est à quelle période, ça Alors, évidemment, on peut en avoir un peu partout, mais principalement, je dirais autour de septembre-octobre, qu'on va avoir des pics de moisissures, qu'on va aller cueillir les champignons. Voilà. Ok. Mais les réactions sont comme le pollen, on éternue, c'est les mêmes réactions. C'est les mêmes réactions, sauf que de nouveau, comme ils sont un tout petit peu plus petits, probablement que les gens vont faire plus facilement des crises d'asthme. Avec notre invité Yannick Muller, responsable de l'unité d'allergologie du CHUV, merci d'être avec nous. On a encore 2 ou 3 petites questions qui sont arrivées sur notre numéro WhatsApp, sur notre standard 079 121 9000. Merci d'ailleurs pour tous ces messages et merci à vous Yannick Muller. Merci docteur d'être là pour répondre à toutes ces questions. Intolérance et allergie, c'est la même chose ? C'est aussi votre domaine ou c'est 2 choses complètement différentes ? Alors, c'est des choses différentes. Ça fait quand même partie de notre domaine puisqu'on doit essayer de faire la différence entre les intolérances alimentaires. Là, on parle principalement, je dirais, du gluten. Entre autres, ouais. Donc, il y a ce qu'on appelle les allergies au gluten, il y a les réponses auto-immunes contre le gluten et puis il y a les intolérances au gluten. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit essayer, qu'on peut en tout cas essayer d'aider, de faire la différence pour guider le patient à savoir qu'est-ce qu'il peut manger, pas manger. Graminées et gluten, ça peut être lié ou pas du tout ? Oui, le blé, c'est le point commun. Donc, souvent, si on va chercher une allergie au blé, on n'aura pas de scrupule à essayer de chercher aussi une allergie croisée aux graminées. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus intolérants ou c'est une mode ?
Bon, alors l'intolérance, je pense que ce qu'on appelle moi le côlon irritable, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans la population, et donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Les allergies alimentaires, ça c'est beaucoup moins fréquent. Donc si on doit rassurer quand même plus souvent les gens, et puis d'expliquer que ils peuvent le manger, mais à faire attention selon comment ils se sentent au jour le jour. Donc le plus souvent c'est gluten, lactose, ce genre de... Le lactose, le lait, eh bien. Alors le lactose, il a ça de particulier, c'est que c'est presque normal de devenir intolérant au lactose. Donc si on regarde dans la population africaine, ils sont quasi à 95% intolérants au lactose comme adultes. Donc on perd l'enzyme, et donc c'est quelque chose de très, très fréquent. Merci pour toutes ces réponses. Je vous propose encore une ou deux questions qui sont arrivées sur notre... Peut-être une d'ailleurs, parce que le temps passe très très vite, sur notre numéro WhatsApp. D'ailleurs, merci pour tous ces messages que nous avons reçus. Je pense que la prochaine fois, docteur, on fera 2 heures d'émission, parce qu'on reçoit beaucoup de messages pour vous ce matin. On a parlé un petit peu des conséquences du vaccin du Covid, mais on a Katia qui dit « Est-ce que le Covid a transformé notre immunité ?» Disons que maintenant on a une bonne immunité contre le Covid, donc si on regarde les taux d'anticorps circulants dans les prélèvements sanguins qu'on fait en tout cas au CHUV, on voit que par rapport à il y a 1 année et demie en arrière, on a tous des anticorps, des titres d'anticorps très élevés. Donc mais seulement contre le Covid. Et puis seulement contre le Covid, évidemment. Puis le reste, est-ce que ça a affaibli notre immunité sur les autres Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tellement de mesures de protection, on a commencé à se laver les mains, on a commencé à mettre des masques, on a commencé à faire plein de choses qui, évidemment, ont empêché la circulation habituelle de nos virus. Et quand on a ouvert de nouveau la société à tout, en levant ces mesures de restriction, eh bien, je crois qu'on est tombé un peu plus malade que d'habitude, effectivement. Ça pourrait expliquer la hausse des allergies également ou... Alors ça, on le saura dans quelques années. D'accord, c'est trop tôt. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin pour répondre à toutes nos questions. Il y a un site internet qui vous permet également de vous tenir au courant de tout ce qui concerne les allergies. C'est aa.ch comme le groupe. Exactement. AHA. Voilà. C'est un très beau site. Et il faut y aller. Effectivement, là vous avez effectivement de quoi avoir quelques infos. Et puis, merci Yannick Muller d'être venu ce matin. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Bon vent. Alors, bon vent à vous. Pas trop d'allergie.